Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la deuxième partie de la conférence avec Madame Hana Cohen, qui est coach certifié en neurosciences et thérapeute de couple sur savoir dire non, donc la deuxième partie. Et les autres nous rattraperont, Bedrat Hashem, un peu plus tard dans la soirée. Hana, bonsoir, c'est à toi. Bonsoir à vous tous. À vous toutes, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'Élodie, on m'entend? Bonsoir, bonsoir. Chodesh Tov, Umvorach. Est-ce que vous m'entendez d'abord? On vous entend bien, mais vous êtes un peu flou. Ah, je suis un flou? Je suis flou? C'est-à-dire? Le visage n'est pas net. Le visage n'est pas net? Ah bon, d'accord. Moi, mais je sais pas. Attends, alors il y a peut-être... Attends. On va peut-être arranger. Attends 2 minutes. 2 minutes alors. Parce qu'elle a mis le...
Ah, là, c'est peut-être mon problème, ça va peut-être de mon côté le problème. Voilà, c'est bien. Parfait. Juste, Non, dis-moi coucou. ah, C'est bien super, ou bon, pas? c'est bon. Allez, on y va. Donc, déjà, on va commencer ce mois de Hadar ensemble, puisque eh bien, ce soir, c'est Rosh Chodesh Hadar, un mois magnifique, Rosh Chodesh Hadar Sheni, donc Chodesh Tov Umvorach. C'est toujours un plaisir d'être là, mais en plus de ça, commencer ce mois d'Hadar ensemble, je trouve que c'est quand même quelque part symboliquement important. C'est vrai que ce mois, c'est un mois qui est caractérisé par la joie. Et on sait que la joie, mesdames, vous le savez, c'est pas juste, on va dire, un, un apprentissage. On nous dit être joyeux, mais la joie, c'est réellement, j'ai envie de dire, un ouvre-cœur. Quand on sourit, même si j'ai pas envie de sourire, eh bien, quelque part, j'attire à moi des personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi. J'attire à moi des expériences de vie différentes. Et en fait, eh bien, c'est réellement un levier de lâcher prise. C'est-à-dire que je me retrouve, même si des fois il y a des situations compliquées dans la vie, on en a toutes, hein, eh bien, je me retrouve finalement à prendre de la distance avec la situation et les choses semblent beaucoup plus faciles. Donc, l'idée, c'est que ce mois d'Adar, on puisse toutes s'exercer à faire rentrer de la joie à l'intérieur de soi et pas faire qu'en réalité, ce sont les expériences extérieures ou les situations extérieures qui fassent que l'on soit joyeux. Je pense qu'on peut décréter de l'intérieur cette joie. Et rappelez-vous d'une chose, mesdames, on ne sourit pas parce que la vie nous envoie de bonnes expériences. On ne sourit pas parce qu'on est heureux, mais j'ai envie de dire que le fait de sourire et de s'exercer à sourire, eh bien, en fait, nous met dans un état d'esprit, nous met dans des ressentis qui nous permettent tout simplement d'être heureux. Donc, vous savez, c'est des choses qu'on connaît. Hein. Vous allez me dire, oh, Hana, tu commences, on ne sait pas quelque chose qu'on ne connaît pas, mais c'est vrai qu'on le sait, mais j'ai envie de dire que notre visage, il ne le sait pas toujours, lui. On oublie d'activer ces 80 muscles du visage pour les utiliser pour soi. Souvent, on les active pour montrer notre colère, pour montrer notre dégoût, mais on ne sait pas toujours l'activer pour que ça devienne une ressource pour nous. Et pourtant, le rire, sourire, guérir, hein, c'est la gaieté qui va me permettre de guérir de tous les maux. Et encore une fois, c'est quelque chose que je dois afficher sur mon visage pour pouvoir générer des situations de vie complètement différentes. Donc, vous savez quoi? On va toutes se mettre à travailler ce sourire et on va s'exercer presque de façon comme un training, comme on va s'exercer à développer différents membres de notre corps pour mieux sentir ou peut-être perdre des rondeurs, eh bien, on va s'exercer à utiliser ces 80 muscles pour pouvoir nous aider à avancer et faire en sorte que la vie, qui parfois est un peu sombre et tout ce qu'on entend actuellement, eh bien, on puisse avancer malgré l'adversité. Et un des moyens, une des ressources, mesdames, c'est vraiment la joie, c'est vraiment le sourire, c'est vraiment cette gaieté. Encore une fois, eh bien, n'attendez pas que la vie vous fasse sourire, souriez à la vie. Et quand vous souriez à la vie, automatiquement, vous envoyez des énergies et vous vous retrouvez devant des personnes et devant des situations, en fait, qui vous renvoient cet état d'être, ces ressentis internes. Donc déjà, Chodesh Tov Umvorach, que l'on puisse vivre, eh bien, un mois de joie et que l'on puisse entendre de bonnes nouvelles dans le monde et que nos frères puissent être protégés, Bezrat Hashem. Alors, la semaine dernière, on a démarré ensemble et merci pour vos retours parce que j'ai eu beaucoup de retours à la suite
et beaucoup de questions. Donc, j'ai vu que ça a mobilisé pas mal de monde. C'est vrai que c'est une thématique importante, savoir dire non. Ce qui renvoie à cette notion d'assertivité. Hein. L'assertivité, c'est l'affirmation de soi, c'est savoir dire non quand j'ai besoin de dire non, et pas être toujours là à dire oui et être assis, comme on l'a vu la semaine dernière, sur une mine de oui, de oui, de oui, de oui, et un jour, je vais crier un grand non à la mauvaise personne et au mauvais moment. Alors, juste pour pouvoir continuer, eh bien, je vais juste revenir à la définition de ce qu'on appelle l'affirmation de soi, l'assertivité. En fait, c'est comme on l'avait vu la semaine dernière, mais c'est important quand même de revenir sur cette définition pour pouvoir avancer dans cette deuxième partie, d'ailleurs très intéressante parce qu'on va voir en fait des process qui vont nous aider d'une façon générale à mobiliser nos ressources. Aujourd'hui, on va dire, face à l'affirmation de soi, mais d'une façon générale, quand on a envie d'atteindre un objectif. Donc, j'ai trouvé intéressant, justement, d'utiliser un outil très coaching qu'on appelle le process motivation, que nous, en tant que coach, qu'on utilise en séance pour pouvoir mobiliser le coaché, mais en même temps, quelque chose qui puisse nous aussi nous mobiliser. Mais ça sera dans un second temps. Pour l'instant, je voudrais revenir quand même à cette définition de l'affirmation de soi. C'est quoi l'affirmation de soi? En fait, c'est cette personne qui exprime avec beaucoup d'aisance, tout simplement, son point de vue, qui exprime son opinion, qui exprime même ses intérêts, son anxiété, qui sait dire oui, qui sait dire non, sans, bien sûr, dénier les intérêts des autres, mais sans avoir besoin de se fondre d'excuses. Ou alors qui se sent mal quand elle va pouvoir émettre son propre avis. Donc, c'est défendre son territoire, ses pensées, c'est en fait, tout simplement défendre des droits. Et ça, c'est important. C'est vrai qu'on a souvent assimilé l'affirmation de soi à quoi? À cette idée de quand on s'affirme, on s'affirme toujours contre l'autre, alors que c'est faux. On a l'impression que c'est gagner à tout prix, c'est un petit peu forcer la main à l'autre. Pas du tout. Quand on s'affirme pour soi et pour l'autre. C'est quelque chose qui installe, j'ai envie de dire, une relation beaucoup plus saine. Il ne faut pas penser que lorsque je vais dire non à ma camarade qui me demande, qui me fait une demande et que je ne peux pas le faire, je suis en train de briser la relation. Bien au contraire, je la protège, cette relation. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, si je lui dis oui, à un moment donné, il y a une partie de moi qui va être pas OK avec cela, qui va être frustrée, et finalement, c'est quelque chose qui va se retourner contre la relation, contre moi, parce qu'à un moment donné, comme on l'a vu la fois dernière, on va développer 3 R, on va avoir des ressentis, parce qu'il y a une partie de moi qui n'était pas OK et qui ne pouvait pas répondre oui, mais j'ai répondu oui. Je vais avoir des ressentis. On va avoir un deuxième R qui s'appelle une revanche. Quand on a des ressentis, il y a toujours une revanche, consciente ou inconsciente. Et après, on arrive à ce troisième R qui est le regret. Donc, ressenti, revanche et regret. Donc, on est dans ces 3 R. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle un prix à payer. Donc, il est intéressant, aujourd'hui, de pouvoir faire ce qui est bon pour soi et bien pour l'autre, pour avoir une relation beaucoup plus profonde. La fois dernière, on avait juste mentionné les origines d'un manque d'affirmation de soi. On avait parlé du super diplomate. D'ailleurs, je vous invite, si vous n'avez pas pu être présente, peut-être pour venir sur le site Noël Shmuel, pour revenir et vous reconnecter sur la première partie, qui me semble était importante. On avait parlé de ce super diplomate, c'est cette personne qui est assise à cette table des négociations et qui dit oui à tout, qui n'a d'avis sur rien. En fait, c'est quelqu'un qui ne fait pas de vagues et on avait compris d'où ça venait. Et ça, c'est quelqu'un qui a du mal à s'affirmer. On avait cité en fait 2 origines, on peut en citer plusieurs, mais j'étais restée sur 2 points qui me semblaient importants. Et également, mesdames, dans notre éducation, on n'a pas appris à répondre non et on n'a pas non plus appris
à entendre le nom d'autrui. Donc, vous comprenez qu'il va être compliqué de pouvoir se construire et de pouvoir définir nos intérêts et de pouvoir, eh bien, donc ce qui se passe, c'est qu'il m'arrive d'accepter une charge trop importante, il m'arrive d'accepter une invitation alors que j'avais envie de me reposer, je me retrouve obligée d'inviter alors qu'en fait, finalement, j'avais décidé que ce Shabbat, c'était un moment où j'allais me retrouver avec les enfants. En fait, finalement, je me retrouve malgré moi dans des situations qui, en fait, eh bien, m'obligent à faire les choses, mais en même temps, qui, en fait, identifient que mes propres besoins ne sont pas nourris et que je vais nourrir les besoins des autres en mettant de côté mes propres besoins. Donc, automatiquement, une frustration, même consciente ou inconsciente, et automatiquement, une attitude de vengeance. Quand on dit la vengeance, attention, hein, la vengeance, c'est pas forcément quelque part venir et être réactive. C'est quelque chose à l'intérieur de moi qui va peut-être développer une colère froide et des ressentis très négatifs, et peut-être que je vais sortir tout cela, eh bien, au mauvais moment et à la mauvaise personne. C'est pour ça que je peux entendre le besoin de l'autre, c'est ce qu'on avait vu, mais je ne suis pas tenue de le nourrir. Ça, c'est quelque chose qui est réellement très important quand on parle d'affirmation de soi. On avait vu, mesdames, que l'affirmation de soi, c'était une des 9 clés d'une dimension essentielle à une vie de réussite. Si on a envie de réussir dans sa vie personnelle, dans sa vie de couple, dans sa vie professionnelle, il y a une dimension essentielle qui est l'estime de soi. Et une des clés, d'ailleurs, on en avait parlé lors d'une conférence, je ne sais pas si vous vous souvenez, bâtir une bonne estime de soi, eh bien, on avait parlé des 9 clés, et une des clés, c'était l'affirmation de soi. On ne peut pas dire que nous sommes une personne qui a confiance en elle ou qui a une belle estime d'elle si elle a du mal à pouvoir exprimer ce qu'elle ressent clairement, avec bien sûr, quand on exprime, c'est bien sûr en respectant l'autre, en étant complètement authentique avec l'autre, mais en respectant en fait eh bien, les intérêts de l'autre. C'est lui dire, écoute, ça m'aurait fait plaisir de t'aider, mais cette fois-ci, je ne peux pas, ça sera peut-être pour une prochaine fois. C'est aussi définir ses limites, jusqu'où je peux aider. Écoute, je peux t'aider une demi-heure, mais le reste du temps, je dois m'occuper de mes enfants. C'est quelque chose qui installe des relations saines et qui font qu'en réalité, eh bien, je suis présent à moi et en même temps, je suis juste avec moi et j'ai envie de dire juste avec l'autre. Sinon, à un moment donné, eh bien, encore une fois, je vais réagir et je vais réagir pas de façon eh bien, adéquate. Donc, on avait parlé de cela et aujourd'hui, j'aimerais, maintenant qu'on a un petit peu, on est peut-être revenu sur l'importance de faire attention à savoir exprimer son opinion et surtout pas penser que j'anesthésie la relation en exprimant mon désaccord. Au contraire, je la bonifie. Au contraire, je me prive de ce bien-être d'une relation authentique. Parce que là, sinon, je ne suis pas dans une relation authentique. Et nous, on recherche justement cette relation authentique. On la recherche déjà avec soi, bien sûr, et avec l'autre. Alors, aujourd'hui, si vous le voulez bien, je vais commencer par eh bien, vous parler d'un ensemble de points qu'on appelle chez nous, dans notre jargon thérapeutique, eh bien, le process motivation. Process motivation, en fait, c'est des points qui vont mobiliser nos ressources. C'est en fait quand j'ai envie d'atteindre un objectif, eh bien, j'ai besoin en fait eh bien, de certains points, on va dire de certaines règles qui vont m'aider. Aujourd'hui, en l'occurrence, mesdames, on a tout envie justement à apprendre à se définir plutôt que de se défendre, parce que l'affirmation de ça, c'est se définir sans aucune gêne. Il y a des choses que tu aimes, moi j'aime moins. Il y a des choses que tu me proposes de faire, je peux ou je ne peux pas. Tu as des avis sur ça, moi j'en ai sur d'autres. En fait, il faut être OK avec cela pour que la relation soit fluide et que chacun y trouve son compte et qu'elle soit aussi basée sur une relation saine et authentique. Donc, quand je vous parle de ce que je vais vous proposer ce soir, d'ailleurs, je vous conseille, si vous le pouvez,
de prendre une feuille et un stylo et de noter, parce qu'en fait, ce process motivation, c'est quelque chose que l'on peut installer dans tout type d'objectif, ou on va dire toute chose dans lequel on a envie d'avancer et d'évoluer. Vous le savez, mesdames, on a toute envie d'avancer dans beaucoup de domaines. Hein, le propre de l'homme, c'est vraiment d'avancer. Je ne connais pas de personne sur cette terre qui me dit « Ah, moi, je n'ai pas envie d'évoluer ». On a tous, dans certains domaines, envie eh bien, d'avancer, de changer. Donc, disons que pourquoi travailler ce process motivation? Parce que je pars du principe qu'à l'intérieur de nous, finalement, il se trouve un champion en puissance. Et tout le potentiel est là, il faut juste l'actualiser. J'ai eu des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Écoute, Rana, c'est vrai, la conférence était pertinente, mais en même temps, c'est tellement compliqué lorsqu'on n'a pas eu l'habitude, depuis qu'on est enfant, de pouvoir exprimer ses opinions. Et souvent en famille, eh bien, c'était difficile de pouvoir s'exprimer, sinon ça pouvait générer un désaccord. En même temps, il faut savoir que sur le moment, vous avez l'impression de faire taire et de calmer, mais à long terme, eh bien, il y a une partie de vous qui va plus être du tout OK avec cela et qui va au contraire réagir très fortement à cela. Vous savez, des fois, quand on dit « Ah tiens, cette personne, elle vient de se réveiller et elle est un vrai tsunami. » Oui, parce qu'elle a gardé beaucoup de choses à l'intérieur d'elle, elle n'a pas pu exprimer les choses et le propre de l'homme. Vous savez bien qu'on est doté d'une possibilité d'expression. Il est très important de pouvoir laisser exprimer ce que l'on ressent, de pouvoir se définir, parce que de toutes les façons, si je ne me définis pas, mesdames, je vais devoir me défendre. Ça, c'est une loi universelle et de toutes les façons, il y aura un pendant. Donc, on va, si vous le voulez bien, peut-être prendre un stylo et noter en fait ces points qui me semblent essentiels et qui vont pouvoir peut-être vous aider dans d'autres domaines. Le premier point de ce process motivation, c'est des fondamentaux, c'est en réalité pour pouvoir m'affirmer sans aucun problème. Il va falloir que je développe, et on l'a déjà vu dans d'autres capsules, enfin dans d'autres conférences, c'est ce qu'on appelle la validation inconditionnelle de qui l'on est. Si l'on ne valide pas qui l'on est, si l'on ne s'apprécie pas avec nos défauts et nos qualités, si tout simplement on n'accepte pas la personne que l'on est, comprenez que l'on va avoir du mal à prendre position et à dire les choses tout à fait simplement, en souplesse, et sans que ça ait l'air d'être en réaction. Si vous voulez, l'affirmation de soi, c'est pas je me défends, je réagis, je lui dis ce que je pense. Non, ça, c'est pas de l'affirmation de soi. Ça, c'est mes peurs qui m'activent, c'est un peu rentrer en combat avec l'autre. Alors que quelqu'un qui est affirmé, c'est quelqu'un qui n'a aucun problème de parler de ce qu'elle pense, de ce qu'elle ressent, et surtout, de se dire j'ai le droit comme elle de pouvoir donner mon positionnement. Donc pour cela, si je veux développer cet atout qui est extrêmement important, l'affirmation de soi, je suis obligée d'avoir j'ai envie de dire, zéro dévalorisation à mon égard. Il va falloir que j'ai ce qu'on appelle un respect inconditionnel pour la personne que je suis et finalement accepter que j'ai le droit d'être qui je suis pour pouvoir en fait revendiquer mes droits au travers de ce que je vais pouvoir exprimer. Parce qu'imaginez-vous que on me demande de m'exprimer et de dire ce que je pense. Mais si au fond de moi, il y a une partie de moi qui pense que finalement, je ne suis pas une bonne personne, je n'accepte pas la personne que je suis, je me dévalorise, vous comprenez que ce qui va sortir de moi va être quelque chose de fragile et je ne vais pas pouvoir tout simplement travailler ce qu'on appelle cette affirmation de soi. Vous savez, vous ne pouvez pas sortir de vous quelque chose que vous n'avez pas appréhendé. Donc l'idée, c'est que si j'ai envie justement d'être OK avec cette notion d'affirmation de soi, il va falloir en préambule rentrer et travailler un des fondamentaux qu'on appelle tout simplement la validation inconditionnelle de qui l'on est. Si je ne me valide pas, automatiquement, j'aurai du mal tout simplement à pouvoir poser
mon avis et le soutenir totalement avec douceur, sans aucune réactivité de ma part, en me sentant dans mes bons droits, et que l'autre puisse le recevoir comme un message totalement normal et l'accepter. Et c'est là où je vais envoyer ce qu'on appelle des fréquences brouillées, parce qu'en vérité, eh bien, comme moi-même, je ne suis pas OK avec qui je suis, automatiquement, ce que je vais envoyer, c'est souvent de la réactivité, et ce n'est pas quelque chose qui, en vérité, c'est quelque chose qui est en rupture, j'ai envie de dire, avec l'affirmation de soi. Donc, le premier point, j'ai envie de dire, c'est de travailler ce qu'on appelle cette validation inconditionnelle de qui je suis, c'est m'accepter avec mes qualités, mes défauts, d'accord? Parce que ça fait partie de ma dimension d'humain. Et à partir de là, j'aurai beaucoup plus de facilité à pouvoir donner mon avis, mon opinion sur les choses et avoir aucun problème de pouvoir bien dire non si j'ai besoin de dire non. Et pas me faire en fait envahir par la demande de l'autre et me retrouver un peu contraint de devoir lui dire oui, de devoir accepter des choses des fois qui sont inacceptables. J'ai besoin de me reposer et j'ai prévu que ce dimanche, j'allais pouvoir profiter en famille. Hop, on me propose, alors on va dire la belle-mère nous demande de passer l'après-midi alors qu'on avait décidé d'aller se promener, de faire une balade au bois. Vous comprenez bien que si je suis gênée, je vais faire quelque chose contraint, et vous le savez très bien, nous sommes des êtres de choix, et quand je m'oblige à faire les choses, quand je me sens privée de ma liberté, de mon choix, de toutes les façons, il y a toujours un prix à payer. Il y aura un prix à payer. Donc, le premier de ce process motivation, c'est vraiment la validation inconditionnelle de qui l'on est. On est obligé de valider, de s'accepter, de se respecter pour pouvoir passer un message congruent, un message que l'autre, qui reste audible, un message où je me sens dans mes droits et de pouvoir nommer ce qui est important pour moi. Le deuxième point, c'est cette notion que j'ai souvent évoquée dans les conférences que j'ai pu donner sur Ohel Shmuel et ailleurs aussi, c'est en vérité, prenez la responsabilité des résultats que vous obtenez. Alors ça renvoie à cette notion de responsabilité qui revient souvent, mais en fait, prenez vos responsabilités par rapport aux résultats que vous obtenez. Ne cherchez pas à trouver en fait l'excuse à l'extérieur en disant mais vous comprenez, j'ai une famille, j'ai un collègue, j'ai un mari, j'ai un enfant, en vérité, qui ne me donne pas le choix de pouvoir me laisser me définir. Et finalement, je suis contraint de devoir à chaque fois, d'abord accepter des choses qui ne me plaisent pas et me soumettre à la vie de l'autre. Il ne faut pas trouver en vérité et en faire un système d'excuses et trouver le problème à l'extérieur. Je le dis souvent, le problème, il est en moi. C'est que peut-être je n'ai pas encore assez travaillé, je ne me suis pas assez entraînée, puisque je vous ai dit que la fois dernière, que l'affirmation de soi, c'était un training. On commence par des sujets. Ces sujets, c'est des personnes, en fait, pour qui, en fait, j'ai pas de rapport, on va dire, important, et si je me mettais mal ou si j'agissais envers eux, ça ne changerait pas quelque chose d'important pour pouvoir après toucher des personnes, des sujets beaucoup plus importants. Donc, on commence par des sujets faciles, des sujets en vérité qui, pour moi, n'auraient aucune incidence dans ma vie, et je vais commencer à m'exercer à leur contact en me définissant, en leur disant oui, en leur disant non, en mettant en avant d'abord à nourrir mes besoins, et après, je m'attaquerai à des sujets, des personnes qui, pour moi, sont vraiment problématiques. Et en fait, le fait de m'entraîner de façon régulière, va m'amener justement à arriver même à toucher des sujets des personnes beaucoup plus, avec lesquelles j'ai beaucoup plus de difficultés à pouvoir m'affirmer. Donc, l'idée, c'est que on doit partir du principe qu'on est quand même le premier, en revenant à cette notion de responsabilité qui est ce deuxième point, on est quand même le premier responsable de ce que l'on obtient dans la vie. Et il va falloir cesser d'accuser l'extérieur, c'est un petit peu sortir de cette attitude de paranoïa,
souvent où on s'installe en disant finalement, eh bien, c'est à cause de l'un, c'est à cause de l'autre, mais en vérité, au fond de moi, je voudrais y arriver, mais on m'empêche d'y arriver. C'est vraiment sortir de ce qu'on avait longtemps parlé en conférence. D'ailleurs, je vous invite aussi de regarder les dernières conférences où on avait identifié ce triangle de Cartman. Hein. Stéphane Cartman eh bien, avait identifié ce triangle dramatique dans lequel on s'installe et dans lequel, en fait, on peut rentrer dans 3 personnages, celui du persécuteur, de la victime et du sauveur. 3 personnages qui biaisent ma propre relation et qui biaisent la relation à l'autre. Donc, il va falloir arrêter de trouver en fait une excuse à l'extérieur du fait que je n'arrive pas à pouvoir m'affirmer et revenir en prenant ma pleine responsabilité. Accuser l'autre ne va pas changer les choses, mais au contraire, à chaque fois que je prends ma pleine responsabilité, je fais bouger les choses. Je me dis, ok, c'est vrai que j'ai peut-être un mari qui ne me laisse pas m'affirmer ou qui ne me laisse pas ma place ou qui a toujours raison, ok, mais moi, par rapport à ça, si j'étais le premier responsable de ma vie, qu'est-ce que je ferais même face à cette ambivalence? Et ne pas trouver une excuse à l'extérieur qui va me laisser dans on va dire, dans cette faille longtemps et qui va créer une forme de mal-être. Hein, il faut l'entendre quand même. Hein, ça crée, en fait, eh bien, c'est le contraire de ce qu'on appelle l'accomplissement de soi, parce que l'accomplissement de soi, c'est plusieurs strates, mais ça passe aussi par eh bien, cette capacité à y pouvoir exprimer eh bien, ce que je ressens, mes opinions. On a besoin de passer par là. Donc, c'est très, très important de pouvoir eh bien, prendre sa responsabilité et de se dire aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cela? Et ça passe pas de l'erreur à la vérité. Je vous ai souvent eh bien, encouragé à penser que petit fois souvent est égal beaucoup. Quand je le fais petit, en essayant justement de m'entraîner comme de façon un petit peu, j'ai envie de dire plastique, c'est-à-dire un peu presque forcer les choses et m'entraîner, tiens, avec elle, je vais essayer de m'affirmer un peu, avec l'autre, eh bien, ça va devenir presque à la longue une seconde nature. Ce petit fois souvent, c'est égal beaucoup à la fin. Donc, l'idée, c'est que lorsque je m'engage, hein, lorsque je m'engage dans quelque chose, lorsque je me sens responsable, eh bien, c'est sûr que les résultats sont beaucoup plus forts parce que c'est quelque chose que c'est moi qui choisis et je ne laisse pas l'environnement eh bien, me pénétrer. Vous savez, Carl Jung dit quelque chose de très beau. Il dit, en fait, la force de pénétration de l'extérieur dépend de ton vide intérieur. La force de pénétration de l'extérieur dépend de ton vide intérieur. Ça veut dire qu'en fait, quand tu n'arrives pas à faire les choses, eh bien, c'est quand tu ne fais pas les choses, l'extérieur a un grand impact sur toi. Et finalement, tu deviens cette petite victime eh bien, de toutes ces hostilités, de toute l'hostilité extérieure. Donc, il va falloir que moi, je me prenne en main en comprenant que je suis responsable de devoir justement travailler cette confiance en soi au travers de l'affirmation de soi et m'entraîner au quotidien pour pouvoir eh bien, y avancer. Ça, c'est très, très important. Donc, ça commence par une stratégie qu'on appelle la stratégie des petits pas. Ne cherchez pas, mesdames, à vouloir tout changer d'un coup. Même si c'est quelque chose qui vous fait du mal, faites-le quotidiennement. J'ai envie de parler d'un troisième point. Donc, on a vu le premier point, c'est l'acceptation inconditionnelle de qui l'on est. Le deuxième point, c'est cette notion de responsabilité. J'ai envie de revenir à, eh bien, cette forte stimulation positive. C'est un troisième point qui me semble important. Il est important, eh bien, justement, d'apprendre à se stimuler. Et oui, apprendre à, eh bien, avoir des mots qui m'encouragent. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas réussir du premier coup. Les premières fois, vous allez vous planter, c'est OK. Vous allez essayer de vous affirmer avec tel ou tel et vous n'allez pas réussir. Donc, si vous n'êtes pas dans j'ai envie de dire, une stimulation positive, eh bien, vous allez très vite déchanter, vous allez arrêter sur le chemin. La question, c'est de se dire, tiens, quand je parle de stimulation positive, qui est la personne que j'ai l'habitude de stimuler? Ben, c'est souvent mes enfants,
c'est souvent mes amis. Mais la personne ne part en pauvre dans la relation, c'est souvent moi. Avec moi, je suis très dure et très intransigeante. Donc, toute l'idée, c'est de se dire, OK, si aujourd'hui, eh bien, je devais parler à mon ami pour pouvoir la stimuler et l'encourager, mesdames, qu'est-ce que je lui dirais? Et c'est exactement ce que vous devriez vous dire. Tu essayes, tu es en train d'apprendre, tu t'es planté, ben, c'est pas grave. L'important, c'est que tu essayes de faire les choses, que tu t'es mis en mouvement. Donc, c'est très important, eh bien, que, en fait, eh bien, je puisse trouver des choses qui soient positives à me dire, des choses sympas comme des choses que je donnerais, que je dirais à ma camarade, me parler avec beaucoup de compassion et de se dire, OK, c'est pas grave. J'essaye, ça ne marche pas, je réessaye, je réessaye, je réessaye. Donc, stimulation positive, c'est essayer justement de pouvoir, eh bien, faire en sorte que même si je n'y arrive pas du premier coup et que je vais avoir des échecs successifs, parce que vous comprenez bien que quelque chose que vous avez installé sur la durée et qui a fait partie de votre vie, il est clair que vous n'allez pas créer tout de suite un nouveau sillon neuronal. Il va falloir, eh bien, que vous essayiez et vous essayez encore et vous essayez encore. Et c'est en fait, eh bien, au bout de tous ces efforts que vous allez commencer à voir un peu la fin du tunnel. Donc ça, c'est très, très important. Cette stimulation positive, eh bien, c'est très important. Mais pour moi, quand je parle de stimulation positive, d'une façon générale, tout à l'heure, je vous ai dit qu'en fait, c'était une question de training et d'apprentissage. C'est vrai. Mais encore une fois, pour arriver à une performance, c'est vrai qu'il faut de l'apprentissage, il faut du training, mais il faut une troisième composante. On a parlé de performance, apprentissage, et il va falloir faire les choses avec une notion qu'on oublie souvent, qui a l'air souvent secondaire, mesdames, c'est le plaisir. Oui, le plaisir, c'est une composante essentielle à la réussite. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, performance et plaisir sont intimement liés. C'est-à-dire qu'en fait, si je veux être dans ma performance et que je veux atteindre des objectifs comme celui d'apprendre à m'affirmer petit à petit, il va falloir que j'y ajoute cette notion qui s'appelle le plaisir. C'est-à-dire comment je vais pouvoir mettre plus de plaisir dans ce que je veux atteindre. C'est pas quelque chose où aujourd'hui je le fais parce qu'il le faut et parce que je sais que je dois, parce que ça devient compliqué. Mais c'est de se dire, OK, comment je vais pouvoir atteindre cet objectif en y ajoutant un peu plus de plaisir, j'ai envie de dire un peu plus de fantaisie. Et ça, c'est quelque chose qui nous aide sur le chemin de l'évolution. Parce qu'en fait, sinon, on va souvent être dans quelque chose de dur, de lourd. Et en fait, si j'ai envie d'atteindre cette performance et de m'y rapprocher jour après jour, il va falloir y ajouter une dimension qu'on oublie souvent. C'est la dimension du plaisir, parce que performance et plaisir sont très, très liés, mesdames. Donc ça, c'est le troisième point de ce process motivation qui, je vous assure, peut marcher même dans d'autres domaines. Le quatrième point qui me semble important, c'est qu'en fait, je dois être et vivre, mesdames, en accord avec mes valeurs. Alors, j'en parle souvent, mais quand on parle d'affirmation de soi, c'est aussi quelque chose qui est très, très important. Une valeur, je répète la définition, une valeur, c'est qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie. Vous savez que pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans une forme de cohérence, en fait, dans ce qu'on appelle dans son entièreté, il va falloir que je définisse mon système de valeurs et que je vive avec. C'est pas seulement que je connaisse mes 7 valeurs motrices, ça c'est bien, mais encore insuffisant, mais que je vive en accord avec ces valeurs. Pourquoi? Parce que sinon, à l'intérieur de moi, il y a des choses que je vais peut-être produire des actions, mais à l'intérieur de moi, il y a des choses qui sont plus importantes et en fait, mes actions vont être en incohérence avec ces valeurs. Une valeur, ce n'est pas seulement une valeur religieuse, attention. Les valeurs, c'est en fait une partie de mon ADN et c'est en fait quelque chose qui génère chez moi de l'énergie et qui est le résultat de quelque chose de très, très important sans lequel je ne peux pas vivre. Donc, si je veux vivre
en paix intérieure, je suis obligée de tout simplement connaître mon système de valeurs et vivre en accord avec ce système de valeurs, mesdames. Donc, c'est important, d'organiser sa vie autour de son système de valeurs. C'est comme ça qu'on vivra beaucoup plus dans son intégrité de façon éthique. Donc, encore une fois, ne troquez pas vos valeurs, parce qu'encore une fois, quand vous ne vivez pas dans votre entièreté, et que vous vivez avec les valeurs des autres, par exemple, les valeurs que ce que vos parents vous ont données et que vous n'avez pas pris encore le temps de dérouler vos propres valeurs et de vivre en cohérence. D'abord, vous vivez avec les valeurs des autres, mais en plus de ça, quand vous allez devoir vous occuper d'apprendre à vous définir et de vous affirmer, mais vous aurez beaucoup, beaucoup de mal. Donc, encore une fois, quand je vis en accord avec mes valeurs, je prends position, j'ai ma place, je développe une certaine stabilité et automatiquement, les choses sont beaucoup plus simples à faire. C'est quand, en vérité, je vis avec les valeurs de l'un, avec les valeurs de l'autre. Attention, qui sont de très, très belles valeurs. Nos parents nous ont donné des belles valeurs, mais est-ce que ce sont mes valeurs? Ça, c'est une autre question. Bon, c'est toute une thématique, bien sûr que les valeurs, c'est en fait quelque chose qu'il faudra un jour peut-être travailler en conférence parce que c'est réellement très important. Mais encore une fois, ça fait partie des points de ce qu'on appelle du process motivation qui nous permet justement d'atteindre et de mobiliser nos ressources pour pouvoir arriver à ce que j'ai envie d'atteindre. Le cinquième point, c'est avoir un haut niveau d'exigence. C'est quoi un haut niveau d'exigence? J'ai envie de dire, un haut niveau d'exigence, c'est ne pas vivre ce qu'on appelle de la complaisance. Ne pas être gentil avec soi, mais être vrai. D'accord? Ça veut dire que quoi, être vrai? Ça veut dire qu'en fait, ne pas troquer l'effort pour le confort. Vous savez, on est souvent là à se dire, bon, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché, l'affirmation de soi, c'est pas pour moi, tant pis. Non. Il va falloir quand même avoir ce qu'on appelle un haut niveau d'exigence avec soi-même. Je pense que l'exigence, c'est quelque chose qui paye. Et comme le dit Thomas Danzenbourg dans son joli livre, que je vous invite à lire, ne soyez pas gentil, soyez vrai. Je pense que la meilleure façon d'avancer dans la vie, c'est pas de se trouver encore une fois beaucoup d'excuses, mais c'est d'avoir un niveau d'exigence avec soi et se dire ok, c'est ça que je veux atteindre et chaque jour je m'y rapproche. C'est ça que je veux atteindre. Le haut niveau d'exigence renvoie à cette notion, mesdames, du pourquoi fort, d'avoir un pourquoi fort. Pourquoi aujourd'hui, moi, Hana, je dois travailler ce qu'on appelle l'affirmation de soi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça me joue dans ma vie? Quelles sont les conséquences dans ma vie? Donc, avoir un pourquoi aujourd'hui encore plus qu'hier. Donc, quand j'ai un pourquoi fort, automatiquement, mon exigence n'est pas la même. C'est pour ça que là, je serai moins collée à un système d'excuses qui me dit, bon, j'ai essayé, mais je ne suis pas arrivée, ou encore, c'est pas pour moi. Donc, il va falloir aujourd'hui de se fixer des objectifs qui soient hauts, parce qu'en vérité, si je me fixe d'atteindre le réverbère, peut-être que j'atteindrai le trottoir. Mais si je me fixe d'atteindre les étoiles, alors peut-être que j'ai chance d'atteindre le réverbère. Ça, c'est ma philosophie de vie. Et je pense que l'exigence, c'est quelque chose dans laquelle nous devons nous mettre. On doit être pas seulement exigeant avec notre entourage, mais également avec nous-mêmes. Alors attention, dans l'exigence, il y a une bonne exigence. Il y a l'exigence qui est créatrice, mais il y a l'exigence qui est celle où finalement, c'est plutôt, ça émane de la dureté, en fait, quelque chose qui n'est pas construit. En fait, l'exigence, c'est essayer de viser haut, d'avoir encore une fois définir un pourquoi fort, pourquoi aujourd'hui, et de le noter, mesdames, prenez même une feuille, notez-le. Vous allez voir qu'en écrivant, vous activez des aires du cerveau, c'est exceptionnel. Notez pourquoi aujourd'hui. Et vous allez voir que quand vous avez un pourquoi fort devant vous, hop, le comment il est simple.
il est simple, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui vous active de l'intérieur et je peux vous dire que vous allez commencer à vous rapprocher de ce que vous voulez et vous allez vous éloigner de ce que vous ne voulez plus. Je vous assure, c'est magique. Mais c'est pour ça que pour cela, il faut quand même avoir de hautes exigences dans la vie et pas se contenter du minimum syndical. Et pour cela, il faut développer une des valeurs d'ailleurs qui s'appelle l'authenticité, être vrai. Et arrêter de se raconter des histoires. Mais tu comprends, Hana, c'est parce que ma belle-mère, mon mari, mon fils, ma fille, ma copine, arrêtons. Arrêtons. Soyons vrais. Soyons pas gentils avec soi, soyons vrais. Ce qu'on a envie, c'est d'avancer. On a envie d'être des femmes exemplaires. On a envie de donner le meilleur de soi-même. Alors arrêtons de nous raconter des histoires. Regardons-nous en face, dans les yeux, dans une glace, et disons, mais là, est-ce que je me rapproche de mon objectif ou je m'en éloigne? Et répondons à cette question, est-ce que je m'en approche ou je m'en éloigne? Vous savez, tout ce qui ne me rapproche pas de mon objectif m'en éloigne. Et j'ai envie de dire tous les jours, avant de dormir, on doit faire ce cheshbon nefesh, c'est de se dire, aujourd'hui, est-ce que je me suis rapprochée de mon objectif? Quel est le petit pas que j'ai mis en place? Et si j'ai rien à me dire, c'est que là, j'ai régressé. C'est que là, j'ai régressé. Donc, encore une fois, ayons un haut niveau d'exigence, définissons notre pourquoi fort, ne soyons pas complaisants, soyons vrais. Le 5e point de ce process motivation, encore une fois, je le répète parce que pour moi, c'est un best. Tout ce process motivation, eh bien justement, m'aide dans tous les domaines de ma vie à bouger. Aujourd'hui, moi, j'ai voulu l'utiliser et vous l'apporter parce que pour moi, c'est un cadeau, ça. C'est quelque chose qu'on utilise, c'est très coaching, très, très, très coaching. C'est quelque chose que j'utilise moi-même en séance avec mes coachés. Donc, utilisez-le pour ça, mais utilisez-le pour tout ce que vous avez envie de faire bouger dans votre vie. Le 5e point, c'est fixez-vous des limites claires. À quoi je dis oui, à quoi je dis non. En fait, ce que j'accepte comme comportement et ce que je n'accepte pas. Et dites-le. Dites-le avec, des mots simples. Mais dites-le. À quoi je dis oui, à quoi je dis non. À quoi je dis oui à tes comportements, ceux que j'accepte et ceux que je n'accepte pas. Sans que pour autant ce soit la guerre entre nous. Mais définissez votre territoire. Donnez votre code d'accès, mesdames. C'est la meilleure façon que l'on puisse vous respecter. Des fois, on vient me voir, on me dit, mais Hana, tu comprends? Mon mari ne me respecte pas. Je dis, ok, c'est peut-être vrai, très bien. Et quand je commence à parler avec la personne, je lui dis, mais en fait, dis-moi, est-ce que tu lui as déjà dit ce qui était important pour toi? Alors, la personne me regarde dans les yeux, me dit, mais Hana, il devrait le savoir. Ça fait 20 ans qu'on vit ensemble. Mais si tu ne lui as pas dit, comment tu veux qu'il le sache? Si tu ne lui dis pas, en fait, ce qui est important pour toi, encore une fois, jusqu'où tu es OK d'aller? Où est ton territoire? Jusqu'où tu es OK d'aller? Eh bien, il va falloir payer le prix parce que lui ne te connaît pas. Et des fois, il ira trop loin. Des fois, il marchera sur ton territoire et toi, tu diras, mais c'est trop, tu ne me respectes pas. Est-ce que tu as su mettre des limites? Est-ce que tu as su donner ton code d'accès? Et ce qui est important pour toi, fixer des limites claires. Ça peut être, écoute, moi, je ne parle pas avec quelqu'un d'énervé. Quand tu es calme, eh bien, tu reviens et on pourra parler ensemble. C'est sympa, non? Même si je suis une cocotte minute à ce moment-là. Mais à ce moment-là, vous savez ce que je suis en train de lui dire? Je suis en train de lui dire, et stop là, jusque-là, pas plus. Pas plus. Vous voyez, vous êtes en train de définir ce qui est important pour vous. Et fixer des limites claires, c'est quelque chose de très important. Alors, les limites claires, ce n'est pas seulement vis-à-vis des autres, c'est vis-à-vis de soi. On pense souvent que mettre des limites dans une relation,
ça rétrécit la relation. Au contraire, ça la protège. Au contraire, quand on rentre dans une relation amicale, une relation maritale, et qu'on met justement un cadre, c'est beaucoup plus sécure pour soi et pour l'autre, mesdames. On sait jusqu'où je peux aller. On sait jusqu'où, l'autre sait jusqu'où il peut aller. Mais combien c'est confort. Je vais quand même vous donner 3 petites règles de limites que l'on peut mettre avec soi et avec les autres. En fait, les règles, elles doivent être, bien sûr, vous l'avez compris, en même temps claires, mais en même temps fermes. C'est-à-dire qu'elles doivent être claires. Ce n'est pas quelque chose que l'autre doit supposer. J'aime que tu puisses rentrer telle heure à telle heure, et j'aime bien que tu puisses, on puisse faire ça, en ça et ça ensemble. Maintenant, il faut savoir que ces règles, il faut pouvoir les maintenir dans le temps et pas les changer toujours. Il y a des gens qui vont changer de règles tous les jours. C'est quelque chose qu'il faut maintenir et qu'il faut en vérité maintenir dans le temps et que ce ne soit pas quelque chose qui change selon l'humeur. Et la 3e règle, et ça je pense que ça celle-là est très importante, elles ne doivent pas être trop rigides. Il doit y avoir un certain degré de flexibilité. Bien sûr, des règles, c'est important, ça aussi, quelque part, même vis-à-vis de moi, les limites que je mets avec moi-même, mais ça doit être quand même quelque chose qui est souple. Quand je vous dis ça ne doit pas changer tous les jours, ça c'est autre chose. La souplesse, c'est pas la même chose. Et même les règles, les limites que je pose avec moi-même, je dois avoir la même façon de les poser, de les entretenir. Donc, je pense que d'une façon générale, si on veut justement développer ce qu'on appelle une bonne affirmation de soi et en fait, apprendre à communiquer avec l'autre en définissant mes intérêts, en sachant définir mes droits, mes devoirs, il va falloir cadrer la relation. Et à ce moment-là, il est beaucoup plus facile de pouvoir définir ce qui est important pour moi, de dire oui, de dire non, de pouvoir m'exprimer avec liberté. Ça, c'est le 5e point, non, le 6e point. Le 7e point, je l'aime bien ce point, allez, soyons cool avec nous-mêmes. Soyons cool avec nous-mêmes. Encore une fois, ça renvoie à une notion d'erreur. J'ai envie de dire, rien ne s'est fait en un jour. Il va falloir que je bâtisse mes journées à partir de quelque chose d'essentiel qui s'appelle l'amour et pas la peur. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si je rentre dans l'affirmation de soi par peur de perdre, quelque part, il n'y aura jamais d'amour dans ce que je vais passer, ni avec moi, ni avec l'autre. L'idée, c'est que, sachez une chose, c'est qu'il faut aborder tous les projets de notre vie à partir d'une base qui s'appelle l'amour. Quand je vous dis soyons cool avec nous-mêmes, c'est qu'en fait, quand je vais me planter, je ne vais pas encore activer ce juge intérieur qui va me dire, écoute, Rana, encore, qu'est-ce que tu es nulle. Pourtant, tu as essayé et tu t'es fait encore manger par l'autre. Tu n'as pas su dire ce que tu voulais. Tu as accepté quelque chose qui pour toi était inacceptable. Oh, qu'est-ce que tu es nulle. Là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aborder ce sujet par le biais de la peur. Qu'est-ce qui se passe quand on a peur? On est dans notre dimension reptilienne. C'est comme ce reptile, qu'est-ce qu'il fait? Il a 3 réactions. Quand il a peur et qu'on l'attaque, ou il attaque à son tour, ou il fuit, ou alors encore, il se fige. 3 réactions qui ne sont pas productives, qui sont contre-productives. Par contre, quand on aborde les choses avec amour, quand il y a de l'amour, il n'y a pas de peur. L'amour, c'est cette valeur universelle et c'est grâce à l'amour que des choses extraordinaires ont pu naître dans cette vie. Donc, l'idée, c'est que plus, en fait, j'aborderai mon changement en étant cool, en étant bienveillant, en étant dans ce savoir que je suis dans un processus d'évolution et que rien ne s'est fait en un jour,
Et puis j'aborderai ça au travers d'une valeur universelle qui est l'amour. Et là, il n'y a pas de place à la peur. Parce que quand on est dans la peur, ben rien de productif peut sortir. On a des réactions qu'on appelle des réactions archaïques, comme ce cerveau reptilien qui est le cerveau le plus archaïque. Et automatiquement, ben, on réagit archaïquement, tout simplement. Et donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir être cool avec qui l'on est. J'ai envie aussi de parler de quelque chose d'important. Tout à l'heure, je vous ai parlé de training. Et d'une façon générale, quand on veut justement avancer, il y a une dimension essentielle qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est l'apprentissage constant. Il va falloir être dans une logique d'apprentissage. Quand on veut toucher un domaine très important, bien sûr que, alors, on s'est vu la semaine dernière, on s'est vu cette semaine, on a compris le pourquoi du comment. Mais autour de cela, il va falloir que je m'informe. Comprenez bien que ce n'est pas en 2 conférences que vous allez devenir une personne assertive. Non. Je ne veux pas, à la limite, vous peindre un tableau qui serait illusoire. Ce n'est pas juste de ma part. Il va falloir justement, eh bien, apprendre. Apprendre même à désapprendre. Apprendre et se mettre dans une logique d'apprentissage constant autour de ce que vous avez envie de vivre. Sinon, quelque part, eh bien, vous allez vous retrouver très, très vite bloqué et vous n'allez pas pouvoir atteindre votre but. Donc, moi, je vous encourage, mesdames, eh bien, si vous sentez aujourd'hui que c'est quelque chose d'important, de vous mettre dans ce qu'on appelle dans une forme d'apprentissage constant, de vous mettre justement à vous renseigner. Aujourd'hui, sur Internet, on a beaucoup d'outils, beaucoup de matières qui vont vous permettre justement de pouvoir avancer et vous permettre, eh bien, de beaucoup plus comprendre. Vous savez, on ne change pas quelque chose qu'on ne comprend pas. Il est important justement, eh bien, d'apprendre et apprendre et apprendre encore. Et c'est là aussi, eh bien, c'est là aussi un des points qui favorise l'évolution. Le dernier point, et après on passera à autre chose, eh bien, c'est avoir un environnement positif. Mesdames, c'est vrai que vous le savez, nous sommes le résultat des 5 personnes que je fréquente le plus. Aujourd'hui, si vous avez envie d'avancer, vous avez envie de développer vos droits, vos devoirs et les exprimer librement, en toute liberté, et vous sentir OK sans avoir besoin de vous fondre d'excuses quand vous allez dire non à l'autre. Vous comprenez qu'il y a des personnes qui sont là, autour de vous, et qui vous donnent envie d'avancer. Pourquoi? Parce que ce sont des modèles potentiels. Ce sont des hommes, des femmes qui, en fait, envers et contre tout, ont toujours choisi la voie de l'affirmation. Ils n'ont jamais troqué en vérité leur avis, pas qu'ils aient voulu imposer leur avis, non, c'est pas ce que je dis. Mais ils n'ont jamais voulu, en fait, eh bien, accepter ou alors mettre de côté peut-être leur intérêt ou encore, eh bien, leurs droits ou encore leur opinion. Ils ont aussi voulu amener, eh bien, et partager ce qui leur semblait juste et opportun. Il est clair qu'aujourd'hui, on a autour de nous des personnes qui nous tirent vers le haut, mais on a aussi autour de nous des personnes qui nous tirent vers le bas. Et on sait que, comme je viens de vous le dire, qu'on est finalement le résultat des personnes que l'on fréquente le plus. Si certains membres de notre entourage, en fait, eh bien, sont des personnes qui ne nous aident pas à pouvoir avancer dans cette voie, alors il va falloir, je n'ai pas dit les éliminer de notre vie, non, parce que des fois, c'est des membres de la famille, mais peut-être choisir de reformater la relation. De reformater la relation, eh bien, pour que je puisse finalement, moi aussi, avoir le droit à la parole. Et pouvoir, à mon tour, leur dire « je n'accepte pas ». Vous savez que quand on est dans une relation, on est un peu soumise, où on est dans une relation malgré nous, où on ne sent pas que dans cette relation, c'est nous qui sont aussi
qui sommes aussi meneurs, eh bien, on a tendance, encore une fois, à accepter beaucoup et finalement, eh bien, se retrouver très frustré. Parce qu'au final, on est frustré. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir, même s'il y a certains membres de la famille qu'on ne choisit pas, c'est apprendre justement, à s'affirmer face à eux. Ça, c'est la première des choses. Mais aussi peut-être apprendre à reformater votre relation. Et si le fait d'être trop souvent avec eux vous fait du mal, ou vous tire vers le bas, ou vous ne permet pas cette expression de soi, mais il va peut-être falloir moins les rencontrer, ou moins avoir de contact. Mais en tous les cas, reformater la relation pour que ce ne soit pas quelque chose qui aille à votre rencontre et qu'il touche votre intégrité. Parce qu'en vérité, quand vous ne vous infirmez pas, vous touchez directement votre vérité première, votre intégrité. Donc, il va falloir que je puisse prendre conscience des personnes qui me tirent vers le haut, comme des personnes qui me tirent vers le bas dans mon environnement, qui ont une forme de toxicité peut-être, il y en a toujours, et se dire, je redéfinis la relation que j'ai envie d'avoir avec eux. Je ne suis pas obligée de les appeler tous les jours, parce que je sais que c'est quelque chose qui impacte ma dimension identitaire, peut-être qui m'affaiblit. Ça, c'est la première des choses. Et finalement, m'exercer aussi face à cela, après, avoir une capacité à m'affirmer face à eux. Mais ça, encore une fois, c'est si j'arrive à m'extraire un peu de la relation et je reformate tout simplement la relation avec eux. Donc ça, c'est pour moi, ces points qu'on vient de voir là, ces 9 points sont 9 points extrêmement importants qu'il va falloir travailler comme un exercice et qui va vous permettre justement de pouvoir avancer dans ce que vous voulez, dans votre objectif, celui d'apprendre tout simplement à vous définir, à exprimer votre vérité première. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose de très, très bon parce qu'avec le temps, on se sent beaucoup mieux et on se sent surtout dans sa vérité. Quand on est dans sa vérité, c'est toujours très beau. Alors, j'ai quand même la vérité, j'ai quand même un mot à vous dire quand même qui va aussi vous encourager à peut-être avancer encore un peu plus dans ce qu'on appelle l'affirmation de soi. C'est en fait tout ce qui tourne, mesdames, autour de ce qu'on appelle les droits et les devoirs de la personne. Oui, on a des droits que souvent on oublie. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous rappeler vos droits. Et ça aussi, ça va pouvoir vous permettre de vous motiver et de vous mobiliser pour encore avancer et vous sentir complètement légitime si vous vous affirmez dans telle ou telle situation. Donc, c'est important. Quand je me suis dit, bon, comment je vais préparer cette conférence ce soir, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut, donc je me suis mis un peu à la place, comment j'ai pu travailler aussi cette notion d'affirmation de soi, et j'y travaille toujours, on n'a jamais fini. Mais pour pouvoir être une femme ou une personne assertive, il va falloir connaître ses droits et avancer avec. Parce que si je ne les connais pas, je ne vais pas pouvoir me développer. Et ces droits sont, j'ai envie de dire, indispensables à l'épanouissement de chacun. Donc, je vais en citer quelques-uns. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Mais je pense que ça va être un booster qui va vous permettre encore d'avancer plus vite. Quand on se sent légitime, quelque part, on a envie de faire les choses et les choses sont plus simples surtout. Alors, le premier droit, il faut savoir que chaque personne sur cette terre, même si c'est simple ce que je vous dis, écoutez bien, parce que ça va encore vous permettre, encore une fois, d'avancer. Chaque personne sur cette terre a le droit de choisir son style de vie, qui il est, qui il n'est pas, comment il a envie de se coiffer, comment il a envie de s'habiller. D'accord ? Chaque être humain a le droit, en fait, de respecter qui il est. On est des êtres humains, des entités autonomes et on a notre façon d'être, notre façon de faire. Et moi,
je dois rentrer à l'intérieur de moi que j'ai le droit de choisir mes propres valeurs, mon style de vie, d'être qui j'ai envie d'être. Bien sûr, tout en respectant l'autre, hein. On est bien OK. J'ai le droit de m'habiller comme j'ai envie, etc., comme je l'entends, d'avoir telle ou telle, on va dire, valeur religieuse, sans avoir besoin de devoir, j'ai envie de dire, les justifier auprès de l'autre. Quand je sais déjà cela, bien sûr que ma prise de parole, elle est beaucoup plus simple. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. On a l'impression qu'il faut coller aux attentes de l'autre. Pour être accepté dans cette société ou pour être accepté dans une famille, il faut que je colle à ce que l'autre veut de moi. Mais en réalité, j'ai le droit d'être qui j'ai envie d'être. J'ai le droit d'avoir le style de vie que j'ai envie d'être. Et si je veux être un peu, on va dire, je ne vais pas dire excentrique, mais si je suis fantaisiste, par exemple, je dois pouvoir le revendiquer et l'autre doit être capable de pouvoir l'accepter sans que j'ai besoin de me justifier. Encore une fois, deuxième point, ça c'est le premier point. Deuxième point, j'ai envie de dire qu'on doit se sentir le droit d'être respecté. Chaque personne sur cette terre, doit être traitée avec respect, d'accord ? Même s'il vit une situation de faiblesse actuellement, ou quelque part, même une dépendance, même une maladie, on doit être respecté pour ce que l'on est, traité avec respect. Ça, c'est quelque chose d'important. Encore une fois, je reviens à ces droits et devoirs parce que j'estime que c'est une partie intégrante qui me permet de pouvoir savoir dire non, savoir dire oui à juste titre. Troisième point qui me semble important et pourtant qui est simple mais qui n'est pas si OK que ça pour chacun d'entre nous, c'est d'avoir le droit d'être heureux et satisfait de soi. C'est bizarre ce que je vous dis ce soir, mais c'est important. Avoir le droit d'être heureux, attention, il faut savoir que l'humilité et la modestie, c'est pas quelque chose qui pourrait signifier me déprécier. Ou alors peut-être être là à, j'ai envie de dire, ne pas reconnaître mes qualités, mes potentialités, mes talents. L'humilité et la plus grande humilité, c'est savoir que j'ai un talent, je le dis souvent, mais savoir que c'est un don du ciel et qu'à tout moment on peut me l'enlever. Ça, c'est la plus grande humilité. Quelqu'un qui n'a pas conscience de ses talents, c'est quelqu'un qui, à mon sens, est un sot. Parce qu'en vérité, chaque personne a des talents, d'accord ? Et être humble, c'est pas être dans le déni de ses capacités ou de ses qualités. C'est avoir conscience que j'ai tel ou tel talent, et en même temps, c'est vrai. C'est un cadeau du ciel, mais à tout moment, on peut me l'enlever. Donc, j'en pense que savoir que j'ai le droit d'être satisfait de qui je suis, être heureux de qui je suis. Et ce n'est pas quelque chose qui est antinomique avec cette notion d'humilité, de modestie qui est très présente dans nos valeurs juives, mais souvent mal interprétée, mesdames. Réfléchissez, je pense que ça, c'est assez intéressant. En fait, également, on a aussi un quatrième droit, c'est le droit de ressentir des émotions et les exprimer. En fait, souvent, on n'accepte pas que je puisse exprimer mes émotions, dire je suis fâchée, parce qu'en fait, on se dit au fond de nous, je ne devrais pas être fâchée, je ne devrais pas être déprimée. Mais encore une fois, on sait que si je garde à l'intérieur de moi toutes ces émotions et je ne m'occupe pas de mes émotions, elles vont s'occuper de moi. Donc, c'est important d'avoir des émotions, de pouvoir les accepter, de pouvoir les exprimer plutôt que de les nier. Par exemple, c'est normal de se sentir irrité si quelqu'un me fait honte devant un groupe de personnes et pas se dire, c'est pas normal d'avoir cette colère, etc. Encore une fois, tout cela me met dans une position, si je suis là à nier une partie structurante de moi-même qui sont mes émotions, je me mets dans une position d'infériorité. Et mesdames, comment je vais pouvoir apprendre
à m'affirmer. Cinquième point qui est aussi un droit important, qui est très important pour pouvoir justement être dans mon plein épanouissement, c'est savoir que j'ai le droit de demander ce que je désire. J'ai le droit de demander ce que l'on désire. Hein. Expliquer clairement ce que je désire, d'accord, permet justement d'abord une meilleure communication, donne des cartes à l'autre, en fait, une visibilité, et finalement, l'autre n'est pas là pour deviner nos besoins. C'est important de savoir demander ce qu'on a besoin, ce que l'on désire, sans attendre que l'autre le devine. Parce que ça, c'est très, très important. J'ai le droit, et même si chez certaines personnes et dans certaines éducations, on doit être à réprimer, refouler ses désirs, on doit être là à pouvoir les exprimer. Maintenant, attention, il y a quand même quelque chose d'important. Savoir demander, j'ai envie de dire, n'implique pas nécessairement que mes plaisirs ou mes désirs ou mes demandes soient on va dire, validés. On va dire, je ne suis pas sûre que j'obtienne vraiment satisfaction. Ça, je dois l'entendre. Mais moi, j'ai le droit de dire, d'avoir une demande. Bien sûr qu'il doit être clair, explicite, mais ce n'est pas pour autant que l'autre est obligé tout simplement de me donner satisfaction. D'accord ? On a le droit, l'autre a le droit de refuser de pouvoir me donner cette satisfaction, de pouvoir me donner, ou pouvoir nourrir ma demande. Okay ? En tous les cas, on a plus de chances d'obtenir ce que l'on veut quand on le demande que si on ne le demande pas et qu'on attend que l'autre le devine. Le sixième point, mesdames, qui me semble très, très important aussi, c'est en fait, on va dire, le droit de ne pas se sentir toujours coupable. D'accord ? Il est important que tout être humain, ont des besoins plus exactement, ont des besoins qui sont légitimes, chaque personne. Et pour ces besoins, il y a ce qui s'appelle une quantité de temps et d'énergie que je vais devoir déployer. OK ? Donc, il est important que je nourrisse mes besoins. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, si je dois nourrir les besoins de l'autre, je dois d'abord être OK avec mes propres besoins. Je vous ai souvent dit, si j'ai nourri mes besoins, je pourrais être en phase de nourrir les besoins de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est OK avant, c'est OK après. Tandis que si moi, je suis tournée que vers l'autre et que moi, finalement, je reste vide de l'intérieur sans avoir pris le temps de me nourrir, lorsque je vais donner à l'autre en termes de qualité et quantité, ne sera jamais quelque chose de satisfaisant et je vais travailler à partir de quelque chose de vide. Donc, c'est quelque chose qui, à la longue, encore une fois, va développer de gros manques à l'intérieur de moi. Donc, encore une fois, avant de nourrir les besoins de l'autre, la vraie question à me poser, c'est est-ce que moi, j'ai nourri mes propres besoins ? Et nourrir ses propres besoins, vous le savez, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Donc, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui me mettrait dans un statut d'égoïste. Attention, pas du tout. Faire passer ses besoins avant ceux des autres, c'est en réalité tout simplement prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Sinon, encore une fois, vous allez donner à partir d'un réceptacle qui est vide, mesdames. Quand je dis oui à l'autre, est-ce que d'abord j'ai dit oui à mes besoins ? Ça, c'est la règle. Donc, quand je vais dire oui ou non, il est important que mes besoins d'abord soient nourris. Et ça, c'est la règle fondamentale. Et pas se dire, c'est pas grave, moi, je m'organiserai après. Parce qu'après avoir donné beaucoup, on a beaucoup moins d'envie et d'énergie de se donner. Et encore une fois, je risque de finir une personne vide et frustrée de l'intérieur. Même si mon sentiment de donner m'anime, mais au fond de moi, il y a une partie de moi qui est réellement en colère et qui un jour va se réveiller, va se venger. On en avait parlé la fois dernière. Encore une fois, je peux entendre le besoin de l'autre, mais je ne suis pas tenue de le respecter. La seule personne qui est on va dire,
qui est responsable de le nourrir, c'est chacun de soi. Moi, je peux entendre ton besoin, mais tu restes le seul et le premier responsable à devoir le nourrir. Je peux t'aider, mais encore une fois, c'est toi qui restes responsable. C'est toi qui restes en charge de nourrir ce besoin. Un autre point qui me semble très, très, très important, c'est en fait le droit aussi de prendre du recul et de réfléchir avant de donner une réponse. Souvent, on a l'impression que lorsque l'autre demande mon aide, je suis obligée de lui répondre tout de suite. Ben non. Ben non. On a le droit de dire, écoute, laisse-moi un peu de temps pour réfléchir. C'est vrai que ce n'est pas dans nos habitudes, mais au lieu de donner une réponse rapide, eh bien, il est préférable de prendre un temps pour y réfléchir, parce que souvent, ce qu'on a remarqué, mesdames, c'est qu'une décision qui est immédiate, eh bien, des fois, développe des attitudes un peu inadaptées. D'accord? Et il est peut-être possible de pouvoir se dire, écoute, laisse-moi un temps, tu viens pour me demander de te prêter ma voiture, juste laisse-moi réfléchir si je n'ai pas prévu de l'utiliser, etc., etc. Ça, c'est important. Et on a le droit de pouvoir prendre le temps, un temps, pour pouvoir réfléchir avant de devoir donner une réponse rapide. On a aussi le droit, et ça va peut-être vous choquer, de changer d'avis. C'est vrai que, par exemple, je m'étais engagée, bien sûr, je m'étais engagée, mais il faut avoir en fait une forme de flexibilité. Ça veut dire que quoi? Je peux parfois, quand il y a des cas importants, revoir ma décision. Et c'est OK. C'est pas ce qui fait de moi une personne mauvaise. Je peux réviser, eh bien, ma décision. Écoute, j'avais l'intention de venir t'aider et je me sens très fatiguée. La semaine reprend, je ne pourrai pas. Si ça peut attendre pour toi la semaine prochaine, avec grand, grand, grand plaisir. Donc là, c'est aussi important, eh bien, de se donner la possibilité de pouvoir changer. Attention, quand on change, on n'est pas une girouette. Il ne faut pas se penser, eh bien, je suis une girouette, etc. Bien sûr que quand on s'engage, on essaye de tenir ses engagements, mais il peut y avoir des changements de rythme, de situation qui arrivent au dernier moment. Et il faut aussi savoir, mesdames, s'écouter. Je pense que ça, c'est important. Et écouter sa vérité première. Et si oui, je ne me sens pas en capacité de pouvoir t'aider, comme je l'avais prévu, mais je dois être en capacité de pouvoir te le dire, même si je me suis engagée. C'est peut-être dur à entendre, mais ça fait partie de mes droits. Un autre droit qui me semble important et qui touche beaucoup de femmes, hein, on est des Wonder Woman, c'est d'avoir le droit d'en faire moins d'en faire moins que ce que humainement on est capable. On se sent souvent obligé de fonctionner à plein régime. On a beaucoup appris dans notre enfance beaucoup à faire pour pouvoir être reconnu. Hein, plus j'en faisais et plus on m'aimait, et plus j'étais reconnue. On a un peu oublié la dimension de l'être et on s'est beaucoup focalisé sur la dimension du faire. Et on s'est habitué justement à en faire et en faire davantage pour pouvoir être aimé, reconnu. Mais je peux me donner le droit justement de faire, encore une fois, de mettre en vérité, de fonctionner avec ce qui est humainement possible pour moi et pas vouloir justement exécuter les choses à la perfection, vouloir toujours en faire trop. D'accord? Par exemple, une maman, et ça on connaît toutes, hein, une maman qui s'imposerait une charge importante de travail pour qu'on puisse penser qu'elle est une bonne maman. Elle est une bonne maman. D'accord? Elle n'est pas obligée de s'imposer toute cette charge. D'accord? Et essayer de faire les choses à la perfection pour être reconnue, appréciée, aimée. Elle est de toutes les façons une bonne maman. Donc, reconnaître nos limites, encore une fois, et faire ce qui est humainement possible et ne pas vouloir chercher à en faire et à en faire. J'ai le droit d'en faire beaucoup moins, mais ce n'est pas pour ce qui, pour autant, va toucher ma dimension identitaire, ma valeur et le fait que je sois une bonne personne et une belle personne. Ça n'a absolument rien à voir.
Tout à l'heure, on en a parlé, je vais parler d'un 11e point, un 11e droit qui est le droit à l'erreur. Encore une fois, l'erreur, c'est souvent quelque chose qui, en fait, me met dans une situation où je me déprécie. Donc, j'ai le droit à l'erreur, mais je ne suis pas obligée de me déprécier pour autant. L'erreur, c'est un bout de la réussite, c'est un bout du chemin. Et en fait, tous ceux qui ont réussi, ils vous ont jamais dit combien de fois ils ont échoué. Donc, c'est important d'accepter ces erreurs et finalement, d'en tirer les bonnes conclusions. Donc, j'ai le droit dans mon esprit, et j'ai le droit aussi de revendiquer, j'ai le droit de me tromper. Même si je suis une maman, moi, j'aime bien dire à mes enfants, écoute, j'ai pas appris à être maman, je vais faire des erreurs. Et toi aussi, tu en feras. Et ça, c'est important de le savoir, de savoir que j'ai le droit. Parce que ça me donne, tout ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est comme si je me donnais des autorisations morales. Très, très, très important. Et à partir du moment où je sais que j'ai ces droits, je me donne l'autorisation d'agir beaucoup plus facilement. Et j'ai aussi un dernier droit qui semble simple, mais important, c'est que j'ai le droit de ne pas m'affirmer. D'accord? Si je sais que, par exemple, en m'affirmant, pourtant je suis en train de vous apprendre à développer ce qu'on appelle cette dimension de l'affirmation de soi, j'ai le droit, si je sens que ça va être nuisible ou inutile, de ne pas m'affirmer. C'est un choix, c'est un droit. C'est pas quelque chose que l'on m'impose. C'est quelque chose que moi, je décide. Dans certaines situations, il est bon de ne pas s'affirmer. D'accord? D'accord? Par exemple, je vais vous donner un exemple qui est très mignon. Un enfant, c'est un de mes petits-enfants qui a fait ça, qui a en fait cassé sa tirelire, qui a pris tout son argent pour aller acheter un cadeau à sa maman. Je ne suis pas obligée de lui dire je ne suis pas d'accord, tu as dépensé tout ton argent, j'aurais voulu que tu le gardes. Je peux à ce moment-là, ne rien dire, ne pas chercher à m'affirmer ou à montrer mon désaccord, parce que je sais que quelque part, ça impactera en fait l'enfant. Et finalement, dans cette belle démarche, ça laissera finalement des séquelles, une certaine blessure. Donc, je ne suis pas obligée de m'affirmer dans tous les cas. Et parfois, il vaut mieux se taire. Donc, l'affirmation de soi, bien sûr, que c'est quelque chose qu'il faut développer dans tous les domaines de notre vie, dans mon domaine personnel, de couple, familial, professionnel, relationnel, oui. Mais en même temps, parfois, il existe des situations, c'est vrai, exceptionnelles, qui en vérité, m'amènent à ne pas m'affirmer. Mais ça, c'est mon choix. C'est pas en fait l'autre qui m'invite parce qu'il a une façon très imposante de s'installer et d'exposer son avis, qui m'invite à me taire. Non, c'est pas que je suis soumis, entre guillemets, au diktat de l'autre. Et c'est moi qui choisis de me taire. Donc ça, ces droits et ces devoirs, je pense que ça, c'est des points qui sont extrêmement importants. Donc, aujourd'hui, ce que je vous invite, c'est réellement à vous engager dans cette voie, à vous engager dans cet objectif et de développer ce qu'on appelle un nouveau mindset. Un nouveau mindset, et c'est passer de ce peut-être mindset où j'ai souvent été le perdant. Ah, tu sais, Hana, combien j'entends ça en séance. Ah, Hana, moi, je ne suis pas affirmée. D'accord? Donc, je me mets dans un état d'esprit où déjà c'est perdu, à passer en fait, à me mettre qu'aujourd'hui, pour moi, ça c'est important et aujourd'hui, je m'engage. Je m'engage. OK? Il va falloir user de quelque chose qui est important, c'est votre courage. Ça veut dire, c'est quoi le courage? Ma définition, c'est poser une action même quand j'ai peur. Poser une action même quand j'ai peur. Même quand je me retrouve devant des personnes qui peut-être m'envoient des messages où « Ah non, je ne vais pas pouvoir être capable de m'affirmer face à elle », poser une action même quand j'ai peur. Ça s'appelle le courage. Et ça, c'est très important quand on a envie d'atteindre certains objectifs. Autre chose, agissez en toute liberté. Agissez en fait et autorisez-vous à être différent. À être différent, à
grandir et à changer. Souvent, on dit, mais oui, mais on ne va pas me reconnaître, Anna. Si je commence à m'affirmer, moi, j'étais quelqu'un qui était un petit peu... qui était un petit peu absente, qui était un petit peu discrète, on ne va pas comprendre ce qui m'est arrivé. Donnez-vous cette autorisation morale que aujourd'hui, je peux être différent. Encore une fois, ce n'est pas ça qui va salir mon image, bien au contraire. Vous êtes en train de ressortir le meilleur de vous-même. Donnez-vous la liberté de changer et de grandir. En tous les cas, beaucoup de personnes qui ont pu travailler l'affirmation de soi ont pu voir des bienfaits bénéfiques, bien sûr, avec eux, mais dans leur environnement. Donc aujourd'hui, vraiment, vraiment, agissez dans ce sens. Soyez patiente, j'ai envie de dire, bienveillante avec vous-même. D'accord? Et restez attentive, c'est-à-dire essayez justement quand vous avez essayé, faites toujours un état des lieux après. Revenez sur ce qui a marché, ce que vous avez essayé de mettre en place, ce qui n'a pas marché, faites un état des lieux, corrigez et choisissez de mettre en place certaines autres actions pour la prochaine fois. C'est comme ça qu'on avance. C'est quand je me connecte à ce qui s'est passé. Je débriefe, je montre ce qui a marché, parce qu'il y a des choses qui ont marché. Est-ce que ça a été à 100%? Non, c'est OK. Des choses qui ont marché, des choses qui attendent encore d'être améliorées. Très bien. Et développer un plan d'action pour l'avenir. C'est comme ça qu'on avance. On anticipe. On est dans ce qu'on appelle l'intelligence d'avant. L'intelligence d'avant m'amène à justement développer des attitudes préventives pour ne pas arriver un jour devant un mur et me dire waouh, et prendre ce mur en pleine figure et me dire mais comment j'ai pu rester complètement aveugle devant ce que je vivais, et développer ce qu'on appelle quelque chose qui est extrêmement difficile, un sentiment qui s'appelle le regret, qui est un sentiment d'auto-torture. Et regretter de ne pas avoir pris le pas pour pouvoir l'installer en arrosage automatique dans notre vie. Ça, c'est très, très important. Donc, pour cela, travaillons en étant dans l'intelligence d'avant plutôt que dans l'intelligence d'après, qui est plutôt celle qui développe des regrets et qui aussi se morfond dans le sens où on se dit mais comment j'ai pu laisser perdurer ça dans ma vie, moi? Comment j'ai pu laisser installer cela dans ma vie? Donc, en tous les cas, avancez, donnez-moi de bonnes nouvelles. J'espère que ces 2 conférences vont vous permettre de pouvoir grandir dans ce domaine et donnez-vous le droit de refuser. Donnez-vous le droit de dire oui quand vous le sentez. Donnez-vous le droit de nourrir vos besoins avant ceux des autres. Ça ne fera pas de vous une personne égoïste, bien au contraire. Je pense que c'est un parfait altruisme. Je vous souhaite encore Rosh Chodesh Tov. Alors, est-ce que, Élodie, il y a des questions? Est-ce que... J'en vois qu'une seule, mais on ne va pas avoir beaucoup de semaines pour en faire, peut-être 35 minutes. Alors, c'est pas grave. En tous les cas, je reste à votre écoute. Et s'il y a des questions... On a une question, donc on peut déjà faire cette question. Avec plaisir. 5 minutes. Avec plaisir. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu ou pas. Que faire quand on craint de mettre une mauvaise ambiance si on dit ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on craint de mettre une mauvaise ambiance si je vais dire ce que je pense? C'est bien cela. D'accord? Alors, vous savez, je pense que dans ce que je dis, il y a une partie qui est verbale, mais il y a aussi ce langage non verbal. C'est-à-dire qu'en fait, mon corps et ce que j'envoie comme énergie, vous savez qu'on est de grands exportateurs d'énergie. Ce que je suis, c'est quelque chose qui se voit à l'intérieur. C'est vrai qu'on risque de mettre peut-être une mauvaise ambiance sur le moment. Mais je pense que la forme et le fond, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est quelque chose, il y a la forme et il y a le fond. La forme est aussi importante que le fond. Je ne pense pas que si j'essaye de trouver des mots authentiques,
avec un langage non verbal qui soutient ce que je dis, eh bien, en fait, l'effet sera aussi catastrophique que cela. Quand est-ce que réellement il y a des effets toxiques et des effets négatifs? C'est qu'en fait, je suis plutôt en réaction. Je suis pas proactive, mais réactive. En fait, c'est comme si j'avais envie de pouvoir définir ma vérité. Mais je n'utilise pas les bons moyens. Il y a le fond qui est bon, parce que j'ai envie de dire ma vérité, mais il y a la forme, mesdames. Et je pense qu'il faut beaucoup travailler sur la forme. C'est vrai que sur le moment, le désaccord que j'ai avec l'autre, si j'ai, en fait, j'utilise un moyen, un message que l'autre peut entendre, c'est sûr que le message passera beaucoup mieux. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Il ne faut pas avoir peur de passer un message parce que j'ai peur du désaccord. Là, vous êtes en train de baser, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, votre attitude est basée sur la peur. Et quand il y a de la peur, il ne peut pas y avoir d'amour. Et on a vu qu'on ne peut pas construire sans amour. Donc, c'est important, mesdames, que vous soyez bien sûr dans cette vérité première. Pour moi, c'est important que vous puissiez travailler la forme, même au risque de déplaire à l'autre. Vous savez, on n'aime pas trop déplaire à l'autre. Au risque de déplaire à l'autre. Mais il est clair qu'en réalité, plus vous allez vous rapprocher de votre vérité première, et plus les messages que vous passerez sont congruents. Et je peux vous dire que l'autre le ressent. Quand votre volonté, c'est pas de se venger, quand votre volonté, c'est pas d'être réactive à ce qu'il vous dit, mais que votre vérité, c'est réellement de pouvoir installer un mouvement où chacun a sa place, c'est quelque chose qui se ressent. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Dans tous les cas, je pense que c'est comme ça que je prendrai les choses. Ne basez pas vos réactions au travers d'un moteur qui s'appelle la peur. J'ai peur que ça fasse un tsunami. Si la personne devant toi n'est pas intelligente, ben c'est pas grave. Toi, tu as eu une réaction où tu as parlé avec ton cœur, tu as essayé de trouver des mots qui ont pu, tout simplement exprimer ta vérité première. Ça, c'est important. Et ça, c'est quelque chose qui se ressent. Tu t'es bien affirmé contre l'autre. Tu t'es affirmé pour toi et pour l'autre. Pas la même chose. Et ça, c'est important. J'espère qu'on va se retrouver pour d'autres moments ensemble. En tous les cas, c'est formidable de commencer ce Chodesh Hadar Sheni ensemble. Bien, j'espère que ça va générer chez vous des joies, beaucoup de satisfaction. D'abord de votre satisfaction personnelle, la satisfaction de vos familles, et qu'on puisse toujours se retrouver dans des moments de réunion comme cela. Je le répète toujours, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de matière. Il y a beaucoup de conférences sur ces sujets qui sont importants. Ma chaîne YouTube, c'est Chana, CHA2NA, Coaching Neurosciences. Et ça peut être aussi un apport qui va vous permettre d'avancer, mesdames. En tout cas, donnez-moi de bonnes nouvelles et l'important, soyez heureuses. Allez, Chodesh Tov u'mevorach. À bientôt. À bientôt, Élodie. Amen, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.